Salut les petits lézards et bienvenue dans la revue de presse du Maybe Planet. Grosse revue de presse, on va remonter jusqu'à début juillet parce que, bah oui, les extraterrestres c'est bien, moi aussi j'ai besoin de vacances, donc je n'ai pas fait de revue de presse depuis 3 semaines. Qui c'est qui a dit on s'en fout, on regarde pas d'abord? Bah ouais, le ton du maybe déplaît à certains, hein, c'est évident, trop sceptique, pas assez enthousiaste, pas assez croyant. En tout cas, ce qu'on ne peut pas me reprocher, c'est de ne pas connaître le dossier, surtout dans ses développements actuels. Et ma différence de point de vue sur l'actualité, c'est justement une bonne chose, parce que si tous les médias spécialisés avaient le même ton et la même approche, bah, grosso modo, ce serait qu'une guerre d'ego d'animateurs au final. La pluralité des approches, surtout sur ce sujet, me paraît intéressante, pour ne pas dire nécessaire et salvatrice. On commence cette revue de presse avec une vidéo de John Greenwald, créateur du Black Vault, souvent affilié à Mick West et à Stephen Greenstreet. Autant dire que beaucoup d'ufologues ne le portent pas dans leur cœur, ce qui, à mon sens, totalement justifié, hein. La vidéo est intitulée Pourquoi le scepticisme? Alors Greenwald rappelle la longue liste des lanceurs d'alerte, Corso en tête bien sûr. Il revient également sur la supervision du DOD, sur les informations que veulent transmettre ses anciens employés, au travers de son guide de classification sécurisée des informations UAP. Et puis bien sûr sur le paradoxe des données classifiées et des déclarations de David Grush. On peut difficilement imaginer les autorités militaires laisser passer de telles données si elles étaient avérées. On parle de soucoupes récupérées, de corps d'extraterrestres quand même, hein. C'est pas n'importe quoi là. Greenwald rappelle, et je le rejoins, qu'il espère que Grudge pourra parler le plus librement possible et surtout qu'il puisse donner le nom des personnes qui lui disent avoir travaillé sur de l'exotech. Ça pourrait devenir vraiment très, très intéressant. On rappelle que Grudge n'a pas travaillé directement ou vu de l'exotech de ses propres yeux, à la différence des affirmations de Corso dans son livre. On reste avec Greenwald qui a obtenu des documents débunkant définitivement le Mojave Triangle UFO. Alors pour rappel, le 22 mai 2023, les journalistes d'investigation, pardon, je tousse, Jeremy Corbell et George Knapp ont publié ce qu'ils ont appelé le Mojave Triangle UAP. La controverse a immédiatement commencé, alors que le débat entre eux, qui pensaient qu'il s'agissait de fusées éclairantes et ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'un triangle géant, faisait rage. Le débat sur les fusées éclairantes s'est intensifié lorsque le Black Vault a publié sur Twitter une vidéo du Dode tournée la même nuit que la prétendue rencontre UAP qui correspondait presque à l'identique aux images UAP circulant sur le web et dans les médias grand public. Alors on a une réponse amusante de Corbel, hein, qui dit ne jamais avoir dit qu'il s'agissait d'un appareil, d'un artefact. Bah si, c'est le problème des vidéos, hein, Jérémy. Et puis merci à Charlie Weiser de lui avoir rafraîchi la mémoire avec une petite vidéo très sympa. Alors c'est vrai que Corbel, c'est pas vraiment un homme à revenir sur ses amazing scoops. On peut rappeler le bokeh triangle ou le splash balloon. Franchement, je ne sais pas comment on peut encore accorder le moindre crédit à ce gars, à part bien sûr d'être dans la croyance aveugle totale. On va rester justement avec Corbel et Knapp, hein, qui avaient remis de la lumière sur un courrier passé totalement inaperçu, pour cause. City News indique que le ministère de la Défense canadien dément les affirmations du député selon lesquelles le Canada serait en possession de matériel de phénomènes aériens inexpliqués. Alors on rappelle que le 22 mars, le député de Brandon Souris, Larry McGuire, a fait ces affirmations dans une note de service adressée au ministre de la Défense, Anita Anand, citant ses rencontres avec des responsables américains anonymes. Pas de retour de McGuire, hein, suite à cette, dénonciation. Faut-il comprendre qu'il se range à ces conclusions du ministère de la Défense canadien? Bah, ouais, on va suivre ça, on ne sait jamais, peut-être qu'il va nous faire une sortie, hein. On sera là, il y a pas de problème. Alors on va maintenant sur le média L'Indépendant qui revient sur la mésaventure, enfin mésaventure c'est un petit peu faible comme mot, de Joer Arnus, spécialiste de la zone 51 qui s'est vu perquisitionner ses 2 domiciles de façon assez musclée, hein, on a défoncé ses portes, tranquille, par le FBI le matin du 3 novembre 2022 avec saisie de l'ensemble du matériel du chercheur, ordinateur, disque dur, téléphone, bref un peu toute sa vie quoi. Alors, il s'agirait d'une opération montée conjointement avec l'USAF OSI, c'est l'Air Force Office of Special Investigation, et l'Indépendant indique 8 mois plus tard, il ne sait toujours pas
s'il fera face à des accusations ou s'il récupérera un jour les plus de 30 000 qu'il dit avoir perdus en raison de la saisie d'équipements de dommages matériels pardon et de frais juridiques. Alors concrètement, c'est un comportement des autorités totalement anormal et inadmissible, hein, soit il est accusé, soit il est blanchi. Voilà, ça c'est pas digne d'une démocratie d'arriver chez les gens à coups de pied dans la porte, et puis en plus concrètement, c'est de l'huile sur le feu qui est jetée sur le barbecue des complotistes. On suivra bien sûr si, il y a des avancées sur ce dossier. Alors on revient en France avec une drôle d'histoire, pour pas dire une histoire drôle. C'est une habitante de Schirmeck, je sais pas si je le dis bien, Schirmeck dans le Bas-Rhin, qui a rapporté avoir été touchée par une météorite le 6 juillet. Elle était assise sur sa terrasse vers 4 heures du matin lorsqu'elle a entendu un choc sur le toit, puis le caillou est tombé du toit, il l'a touché au niveau des côtes. Alors à ma connaissance, il n'y avait eu jusque-là qu'une américaine qui avait été blessée à Salikoga en 1954. Bon, plafond défoncé, un bel hématome au niveau de la hanche, hein, elle avait eu de la chance quand même. Bon, dans l'article, François Collard rappelle que la vitesse d'impact au sol d'un météore, c'est 300 km/h. Bon, 300 km/h, on va être clair, le toit aurait été traversé. Hein, alors, est-ce que c'était une mauvaise blague, une mauvaise compréhension? Difficile de se prononcer, mais enfin, voilà, personne n'a été blessé ou n'a reçu un météorite. Skinwalker Ranch, bon, là, ça devient un running gag, hein, cette émission. Alors maintenant, ils ont détecté un trou de verre sur le ranch. Alors dans le cadre de l'émission, l'équipe de techniciens maison utilise un drone pour scanner une zone apparemment anormale et puis ils se retrouvent avec une anomalie en forme de trou. Bon, très bien, on vous vend ça comme un trou de verre. Bon, Mick West n'a pas mis très longtemps à démontrer l'incohérence de la conclusion dans une courte vidéo assez édifiante pour Taylor et compagnie. On pourrait en dire n'en jetez plus, le fait est que rien ne semble pouvoir écorner la popularité du scientifique en chef de l'ATIP. Vous savez, le seul cas résolu sur les 144 en juin 2021. Bah ouais, c'était lui. Ah, c'est sûr qu'entre les mouches hypersoniques et les drones qui ne scannent pas la zone juste en dessous d'eux, bah voilà quoi, hein, alors on pourrait les s'épicer, mais c'est aussi ça justement la recherche, pointer les incohérences et les erreurs pour pas dire énormité des uns et des autres. Alors en parlant de superstar ufologique, Ross Coulthard, Ross Coulthard, qui dans une interview indique savoir où est caché un vaisseau spatial si imposant qu'ils ont dû construire un bâtiment autour pour le cacher. Et c'est pas aux États-Unis. Alors guess where? Bah non, il en dira pas plus, hein, c'est pour la sécurité du monde libre. Bon, bah moi je lui mets mon idée. Hein. En fait, peut-être qu'en janvier 1887, un artefact s'est mangé sur le champ de Mars à Paris et on a mandaté l'agent spécial Gustave Eiffel pour construire autour, pour qu'on ne le voit pas. Et ouais, c'est devenu la tour Eiffel. Ross, j'ai bon ou j'ai pas bon? Ah, vraiment, que ce gars qui semble avoir été un grand journaliste puisse faire de telles déclarations, bon, moi je vous dis franchement, ça me laisse sans voix, quoi. Ça me laisse sans voix. Et encore, il y a des gens pour le défendre. Hein. Chapeau. Allez, on va sur la Warzone avec un article intitulé «Plusieurs UAP signalés sur la hotline interne de la FAA en seulement une semaine». Alors on peut y lire que la FAA génère le DEN. Le DEN, c'est l'US Domestic Events Network. C'est une hotline centrale pour signaler les incidents liés à l'aviation dans l'espace aérien américain, que d'autres parties du gouvernement américain, tels que le ministère de la Défense, le ministère de la Justice ou le ministère de la Sécurité intérieure, peuvent également utiliser. Alors en plus des observations de phénomènes aériens non identifiés, les journaux de la semaine de juin incluent des entrées décrivant des rencontres avec des drones, des lasers dangereux pour les avions, des avertissements concernant la rentrée de débris spatiaux dans l'atmosphère, des alertes à la bombe, des urgences techniques et médicales, etc. Sur les 1011 incidents au total dans les journaux, 3 sont spécifiquement étiquetés comme des rapports UAP. Les journaux du DEN de juin 2021 mettent en évidence les limitations non d'acte de la capacité du gouvernement américain à répondre au niveau national aux incursions dans l'espace aérien par des UAP et des drones, entre autres événements. Bien qu'il y ait 114 incidents UAS dans les journaux, il n'y a que 2 entrées qui décrivent l'activité active de contre-UAS. Alors on voit bien au travers de cet article très complet, hein, très documenté, qu'il reste impossible de tout recenser, identifier en matière d'incursion dans l'espace aérien d'un pays comme les États-Unis, d'où l'importance de structures étatiques comme l'AARO pour essayer de créer une base de données catalogue permettant, espérons-le, à terme, une meilleure formation des pilotes. Et on remercie bien sûr Gilles Diars de nous avoir partagé cet article.
Avilob, notre astrophysicien préféré qui pourrait avoir des ennuis suite à sa collecte de morceaux du météorite IM1. En effet, aux yeux des autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'astrophysicien a tout bonnement volé les morceaux de météorite qui se trouvaient dans l'océan Pacifique, au large de leur pays. Certains accusent Avilob et son équipe d'avoir contourné les procédures requises pour obtenir une autorisation valide et de s'être approprié l'objet étranger sans accord clair. L'Institut national de recherche de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui coordonne les demandes de recherche des scientifiques étrangers, affirme par exemple que personne ne l'a contacté. Bon, alors, honnêtement, je pense pas à Villaume malhonnête. Alors, est-ce qu'il y a eu des lacunes ou des erreurs dans les différentes demandes? Ouais, ça, c'est possible, hein. Les institutions locales se souciaient-elles seulement des recherches amorcées avant l'annonce de l'aube? Se réveillent-elles suite aux résultats obtenus qui peuvent accessoirement mener à IM1? Avilob continue pour sa part à partager son journal de bord. Les mois qui suivent risquent d'être assez passionnants concernant ses trouvailles. On enchaîne avec un article de la National Defense University Press, un article écrit par Luke Harrington, intitulé Leçons ignorées des observations des phénomènes aériens non identifiés militaires pour la coordination interarmée et interinstitutions. Alors, l'auteur réintroduit le Camantel et indique quelles leçons la force interarmée et ses partenaires interagences peuvent-ils tirer de tels épisodes? D'une part, l'incident de Montel et d'autres observations de phénomènes aériens non identifiés militaires montrent clairement que les erreurs d'identification restent un problème courant dans les environnements opérationnels complexes. À l'instar des histoires plus larges et souvent analogues d'accidents militaires, y compris les problèmes de tir amis et de dommages collatéraux, il démontre comment distinguer sa force conjointe et ses partenaires interinstitutions ou leurs actifs d'une force ennemie, de civils et d'autres non-combattants ou même de phénomènes environnementaux peut être un défi dans le meilleur des cas. Harrington sous-entend clairement que le cas Nimitz n'est qu'en fait une mauvaise interprétation de manœuvres interinstitutions. Il indique, bien que l'incident de Nimitz n'est pas le cachet de Roswell ou de la zone 51, il est devenu l'un des mythes-ovnis les plus saillants actuellement en vogue dans l'ère du temps américain. Néanmoins, après avoir analysé l'incident de Nimitz et certaines de ses causes potentielles, une explication plus logique de l'événement indique une confluence complexe de facteurs de causalité connus, compréhensibles et non liés, y compris un système radar Aegis récemment mis à niveau et une incapacité à filtrer les phénomènes naturels comme la glace ou les météores. Ainsi, ce qui a été mythifié comme une rencontre avec des centaines d'ovnis pourrait difficilement être décrit comme hors de l'ordinaire. Néanmoins, plusieurs anciens professionnels de la sécurité nationale et membres actuels et anciens du Congrès ont passé les 5 dernières années à promouvoir la sécurisation des ovnis. Ils attisent la fascination du public pour les observations de phénomènes aériens militaires, phénomènes aériens non identifiés militaires, tels que celles présentées dans les affaires Nimitz ou Mantel. Malgré leur tentative de présenter l'incident de Nimitz et d'autres événements similaires comme des menaces majeures pour la sécurité nationale, les spécialistes des relations internationales, les praticiens de la politique étrangère, les penseurs militaires et d'autres professionnels de la sécurité nationale devraient rester sceptiques quant au discours sur la sécurisation des UAP. Alors, un article vraiment instructif, hein, on devrait en faire passer une copie à Tim Burchett. Justement, on va venir à l'audience du 26 juillet au Congrès. Alors, nous apprenions le 20 juillet par communiqué de presse, bon, on était déjà un petit peu au courant, hein, mais voilà, communiqué de presse, que le sous-comité de la sécurité nationale, des frontières et des affaires étrangères tiendra une audience intitulée Phénomènes anormaux non identifiés, implications sur la sécurité nationale, la sécurité publique et la transparence du gouvernement. L'audience du sous-comité explorera les récits de première main de phénomènes anormaux non identifiés et évaluera la transparence et la responsabilité du gouvernement fédéral concernant les menaces possibles des UAP. Pour la sécurité nationale des États-Unis, cette audience mettra également en évidence les efforts législatifs visant à apporter de la transparence aux phénomènes aériens non identifiés et obligera le gouvernement fédéral à fournir au peuple américain des informations sur les risques potentiels pour la sécurité publique et la sécurité nationale. Et puis, sont arrivés en bas de page le nom des invités, hein, donc Frévor, Graves et Grudge. Douche froide, hein, sur le coup, très clairement. Alors, on sait que l'audience sera co-présidée par les républicains, donc Tim Burchett et Anna Paulina Luna, 2 pros du buzz, hein, mais qui ne connaissent apparemment que très peu le dossier, de façon très superficielle, hein. Alors, dire que rien n'a été fait en termes d'avancée sur le dossier, concrètement, c'est un manque de respect évident pour la sous-commission du renseignement au Congrès, Kirsten Gillibrand en tête, hein. La haro, c'est quand même eux, c'est pas Burchett et Luna.
qui semble vouloir utiliser le dossier pour des fins personnelles plus qu'autre chose quand même, hein. Alors justement, Time a sorti un article assez complet pour comprendre qui est Anna Paulina Luna. La question, c'est est-ce que c'est la bonne personne pour encadrer les sorties accès exaltées et hors de contrôle de Burchett? Franchement, je pense pas, hein. Moi, je dois dire que j'attends assez peu de cette audience. Tant mieux si je me trompe, hein, mais l'attitude générale lors de la conférence de presse semble indiquer qu'ils ne sont pas vraiment au courant du chemin parcouru depuis décembre 2017. On a une communication sur Twitter d'Anna Paulina Luna. Vu les visuels qu'elle utilise, ça fait un petit peu peur quand même. En tout cas, rendez-vous à ce sujet le 26 juillet. Et puis bien sûr, nous en parlerons largement dans notre live d'été du dimanche 28 juillet. Nick West, interviewé sur News Nation, indique que la liste des invités est disappointing. Ouais, c'est très 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 décevant. Lui, il propose de faire venir Rose Coulthard pour qu'il indique au Congrès où est le vaisseau spatial caché. Ça, ce serait un vrai motif légitime de guerre. C'est quand même un autre gueule que les armes de destruction massive cachées dans des bunkers. Alors, timing sûrement calculé, on va être clair, bien sûr, mais le même jour que la conférence de presse de Burchett Luna, Sean Kirkpatrick s'exprime sur ABC News. Alors, on va passer outre les illustrations du reportage, pour la plupart largement expliquées et très loin d'artefacts extraterrestres. Kirkpatrick qui va indiquer l'idée fausse la plus courante est que les phénomènes possibles sont tous la même chose et qu'ils sont tous extraterrestres. Nous devons passer par la rigueur, prendre chacun d'eux, les faire correspondre à nos objets et catalogues connus, puis les faire examiner par des pairs et de s'assurer que tout le monde est d'accord. J'ai une gamme complète d'hypothèses. À une extrémité du spectre, c'est une technologie de pointe qui vient d'un adversaire. En plein milieu, j'ai tous mes objets connus, des ballons, des drones, des oiseaux, et ainsi de suite. Et puis, à l'autre extrémité du spectre, nous avons des extraterrestres. Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait qu'une vie extraterrestre intelligente existait, Kirkpatrick a déclaré « Je pense qu'il est statistiquement irréaliste de penser que ce n'est pas le cas. Et que la découvrir serait probablement le meilleur résultat de ce travail. » Alors, langue de bois, stigmatisation, rejet de toute thèse extraterrestre, moi, c'est pas vraiment l'impression que Kirkpatrick me donne. Encore une fois, ce genre de projet de recherche nécessite du temps, surtout en partant de pas grand-chose. Et puis je leur dis, c'est un vrai manque de respect de Burchett d'affirmer que rien n'a été fait et que le gouvernement cache tout. Alors maintenant, trouver un chat noir dans une pièce obscure, c'est assez difficile, surtout s'il n'y est pas. Allez, on finit cette revue de presse avec un article de Marek von Rommenkampf. Schumer propose une nouvelle législation époustouflante sur les ovnis. On peut y lire. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ainsi qu'un groupe bipartite de 5 autres sénateurs ont présenté une législation extraordinaire le 13 juillet, suggérant que le gouvernement américain ou des entrepreneurs privés pourraient secrètement posséder des ovnis récupérés et des preuves biologiques de vie ou de décès d'intelligence non humaine. Selon Schumer, le nombre et la variété des affirmations liées aux ovnis ont amené certains membres du Congrès à croire que le gouvernement américain cachait des informations importantes concernant les phénomènes aériens non identifiés sur de longues périodes. De plus, comme indiqué dans la législation, des preuves et des témoignages crédibles indiquent qu'il existe des archives du gouvernement fédéral qui n'ont pas été déclassifiées comme l'exige la loi. Bon, alors il faut savoir que Schumer décrit Harry Reid comme son mentor, hein. Voilà, hein, c'est quand même un éclairage qui me paraît important. L'article indique également qu'à cette fin, la législation Schumer établit une agence indépendante de 9 membres pour collecter, examiner et déclassifier les dossiers UAP. Si elle était adoptée dans sa forme actuelle, la loi exigerait que tous les documents gouvernementaux sur les ovnis portent une présomption de divulgation publique immédiate. Alors que la législation introduite en juin couperait le financement de tout programme secret de récupération d'ovnis et de rétro-ingénierie, enfin plus précisément d'exo, Engineering, la proposition du sénateur Schumer va encore plus loin. Une disposition du nouvel amendement déclare que tous les ovnis récupérés et les preuves biologiques de renseignements non humains qui peuvent être contrôlés par des personnes ou entités privées seront transférés au gouvernement américain dans l'intérêt du bien public. De plus, pour assurer la publication éventuelle de tous les documents et informations du gouvernement sur les ovnis, la nouvelle législation exige un plan de campagne de divulgation contrôlée. En bref, si le comité d'examen des 9 membres proposés juge que des documents UAP sont trop sensibles pour être publiés immédiatement, ces documents seraient soumis à un plan basé sur des points de repère avec des recommandations pour l'heure exacte à laquelle ils pourraient être divulgués de manière appropriée au public. Bon,
On est quand même, sur quelque chose quand même d'assez sécure et d'assez contrôlé, puisque ce serait 9 personnes qui décideraient ce qui doit être publié ou pas. Bon, est-ce que c'est une bonne chose? Bon, ce qui est à noter aussi, c'est que Schumer a indiqué que son projet de loi n'avait aucun lien avec les déclarations de David Grudge. Bah, ça semble un peu difficile à croire, mais pourquoi pas? Alors il faut savoir que Kirsten Gillibrand soutient ce texte, mais semble également prendre aussi distance avec Grudge, ou en tout cas avec l'audience du 26 juillet. Très bien, on peut comprendre, qu'il a peut-être pas envie d'être mêlé à Burchett et à Luna. Alors concrètement, si ces textes sont votés, est-ce qu'ils seront applicables? Couper les vivres au programme SAP qui ferait de l'exotech de façon illégale. Et très honnêtement, je crois que la révélation même de la réalité de ces programmes réinitialiserait totalement le logiciel du budget des armées, hein, on va être clair. Bon, alors quant au matériel exogène qui serait dans les sous-sols de telle ou telle entreprise, bah, d'une part, la propriété privée, bah, c'est une loi sacrée aux États-Unis. Allez demander à Coca-Cola sa formule, vous n'êtes pas près de l'avoir, je vous le dis, hein. Bon, d'autre part, si le contexte militaro-industriel avait de tels artefacts depuis des décennies, en ayant réussi à garder le secret, bah, ils sont déjà hors la loi depuis très longtemps, hein. Donc un peu plus, un peu moins. Bon, bref, ce texte est certes très intéressant, mais sera probablement un coup dans l'eau parce que même s'il avait un fondement, ce qui reste quand même à prouver, bah, il serait tout simplement irréalisable. Alors bien sûr à suivre hein, pour ces possibles amendements et surtout pour la signature du président fin décembre. Voilà les petits lézards pour cette revue de presse. Alors, on aurait pu rajouter plein de choses, hein, mais bon, on va se retrouver le 28 juillet pour notre live estival. On pourra creuser tous ces sujets. Bah, moi, d'ici là, je vous invite à bien profiter de votre été, à regarder le ciel, et puis bien sûr à vous poser les bonnes questions. À bientôt!